ils y sont enfin parvenus. Après 3 siècles de quête, des archéologues ont identifié l'emplacement de la mystérieuse terre du jaguar blanc. Une cité maya tapie au cœur des jungles mexicaines. Tout débuta véritablement au XVIe siècle avec les Lacandons, irréductibles descendants des Mayas, doués d'une exceptionnelle résilience. Lorsque leur capitale principale, la Camtoun, tomba aux mains des Espagnols en 1586, beaucoup auraient mal considéré la cause perdue. Eux pourtant se replièrent plus profondément dans la forêt tropicale et édifièrent leur ultime bastion, Sac-Balan, une place fortifiée dissimulée, faite de temples de pierre, de sentiers tortueux noyés dans la jungle et de singes hurleurs jouant les sentinelles tapageuses. Durant plus d'un siècle, ils y préservèrent leurs traditions, loin de toute domination européenne. Puis, en 1695, l'histoire revint brusquement frapper à leurs portes. Un missionnaire espagnol nommé Diego de Rivas tomba droit sur Sac-Balan. Ce fut le début d'un irrévocable déclin, car les Espagnols ne tardèrent pas à en prendre le contrôle. En 1721, les Mayas abandonnèrent le site, et la jungle récupéra aussitôt ses droits. Racines éventrant les murs, lianes étouffant les places. La cité ne s'évanouit pas, elle fut littéralement dévorée par la nature. Durant les 3 siècles suivants, Sac-Balan devint davantage un mythe qu'un souvenir tangible. Un nom qu'archéologues et explorateurs mentionnaient à voix basse, nourrissant l'espoir secret de l'apercevoir un jour. Bien des expéditions tentèrent de la retrouver, mais la forêt tropicale se révélait perfide. Chaque sentier paraissait identique, l'humidité réduisait les cartes en lambeaux, et même le GPS s'avérait impuissant sous l'épaisse voûte végétale. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, sauf que la botte était vivante, hérissée d'épines, et peuplée de jaguars prêts à faire de vous leur repas. Comment alors les scientifiques ont-ils percé l'énigme? Grâce à un unique élément, une lettre du XVIIe siècle. Dans ce document, Diego de Rivas décrivait en détail les routes, rivières et sentiers menant à Sac-Balan. Il retraçait le périple de soldats marchant 4 jours jusqu'au rio Lacandón, puis naviguant 2 jours vers l'église El Encuentro de Cristo, où ils abandonnèrent leur canoë avant de poursuivre à pied vers le lac Petén Itzá, au Guatemala. Ces indications étaient déjà très précieuses. Mais les chercheurs voulurent déterminer l'emplacement précis en recourant au système d'information géographique, SIG. Ils intégrèrent les différentes couches de végétation et la charge portée par chaque homme, afin de délimiter la zone où Sac-Balan devait probablement se trouver. Le calcul fut concluant. Guidés par ces résultats, les archéologues se frayèrent un chemin dans la jungle et découvrirent des temples de pierre surgissant du sol tels des dents brisées, ainsi que des outils, des céramiques et même une église espagnole nichée au cœur des vestiges. Cette découverte ne se résume pas à de simples ruines spectaculaires, elle réécrit l'histoire. On pensait que les Lacandons s'étaient dispersés après la chute de la Camtoun. Mais Sac-Balan démontre qu'ils se sont réorganisés, qu'ils ont résisté et préservé leur culture durant plus d'1 siècle. C'est comme retrouver le dernier chapitre d'un récit que l'on croyait inachevé. L'ironie est frappante. Le missionnaire espagnol qui dévoila Sac-Balan contribua à sa perte. Et pourtant sa lettre permit, bien plus tard, de lui rendre mémoire. Aujourd'hui, les ruines reposent au sein d'une réserve de biosphère, protégée par la même jungle qui les cachait autrefois. On ne peut s'y aventurer à la légère. La nature y est âpre et foisonnante. La cité respire à nouveau, mais selon ses propres lois. Des scientifiques ont récemment mis au jour une autre cité perdue, enfouie sous les jungles denses du Mexique depuis 6 siècles. Cette ville, nommée Guyengola, est immense. Environ 360 hectares, plus de 1100 bâtiments, 4 km de murs défensifs, un réseau de routes et un plan urbain remarquablement structuré. En raison de son isolement profond, il aurait été impossible de mesurer son étendue sans des années d'exploration. Mais c'est là que la technologie moderne intervint. Grâce au lidar, un outil de balayage laser, les chercheurs survolèrent le site et obtinrent, en seulement 2 heures, une carte 3D complète de l'ancienne cité. Guyengola fut construite entre 1350 et 1121, à l'époque précolombienne, et grouillait autrefois de vie. Elle constituait un centre majeur pour le peuple zapotèque,
présent dans la région depuis environ 600 avant notre ère. Les familles y résidaient dans des maisons organisées autour de vastes patios centraux, entourés de pièces qu'elles étendaient à chaque naissance, prolongeant ainsi leurs habitations. Elles employaient également les montagnes voisines comme rempart naturel et détournaient les eaux de ces reliefs pour assurer le drainage. De nombreux édifices subsistent encore, un fait remarquable au regard des siècles écoulés. À la fin du XVe siècle, les Zapothèques étaient une puissance incontestée le long de la côte pacifique, repoussant même les ambitions expansionnistes des Aztèques. À Guyengola, ils résistèrent à un siège implacable de 7 mois. Toutefois, l'abri offert par les montagnes restait incomplet. L'eau douce et les terres cultivables faisaient défaut. À moins de 20 km, la ville plus petite de Tehuantepec offrait ses ressources nécessaires, et les Zapothèques s'y installèrent peu avant l'arrivée des Espagnols en 1521. Les découvertes actuelles ne constituent que la partie émergée de l'iceberg. Le scan LIDAR révéla plus d'1 millier de bâtiments, et les archéologues envisagent plusieurs années de recherche. Plutôt que de tout exhumer et risquer des dommages, ils continueront à étudier la cité grâce à des technologies de balayage avancées. À présent, rendons-nous en Égypte, où des archéologues ont mis au jour une ville perdue entière, nommée Imet, nichée dans le delta oriental du Nil. Elle était enfouie sous des couches de boue, d'eau et de siècles d'histoire, dissimulée dans un marécage en perpétuelle mutation. Les scientifiques l'aperçurent d'abord d'en haut, sous forme de petits amas de fondations en briques de terre, à peine perceptibles sur les images satellites. Les formes, fragiles et fantomatiques, étaient toutefois trop ordonnées pour être naturelles. Ils suivirent ces motifs sur le terrain, commencèrent à creuser, et la cité reprit progressivement vie. Les archéologues ont mis au jour des maisons-tours, à plusieurs étages, véritables mini-gratte-ciel de l'Antiquité. Dotées de niveaux multiples et de fondations robustes, elles pouvaient supporter des charges importantes. Ce type d'habitation verticale est extrêmement rare en Égypte, surtout hors du delta du Nil, et démontre que les habitants d'Imet ne se limitaient pas à l'étalement au sol, mais construisaient également vers le ciel. La ville apparaissait ainsi densément peuplée, soigneusement planifiée et bien plus urbaine qu'on ne l'imaginait pour l'époque. Mais il ne s'agissait pas seulement de résidences sophistiquées. Un complexe de transformation des céréales a été découvert, avec zones pavées de travail, enclos pour animaux et espaces méthodiquement organisés pour la production alimentaire. La cité possédait donc une véritable économie. Non loin de là, une voie cérémonielle menait au temple d'Ouadjé, sa divinité tutélaire. Plus tard, d'autres constructions furent édifiées sur cette route, témoignant du déclin progressif du culte. Les vestiges ont également révélé des reliques remarquables. Une petite figurine funéraire en faïence verte, une stèle représentant Harpocrate, incarnation grecque d'Horus, le dieu du silence, des secrets et du soleil naissant, perché sur des crocodiles et tenant des serpents. Et même un sistre en bronze, instrument de musique ancien orné des doubles têtes d'Hathor. Des découvertes tout à fait impressionnantes. Il apparaît qu'Imet fut occupé dès le IVe siècle avant notre ère, de la période tardive jusqu'à l'époque romaine. Sa position le long de routes commerciales en faisait un centre attractif pour marchands et pèlerins se rendant au temple d'Ouadjé. La ville ne se contentait donc pas de subsister. Elle prospérait, se connectait, commerçait et s'adaptait aux évolutions de son temps. Bien plus qu'une ruine poussiéreuse, Imet nous ouvre une fenêtre sur la vie quotidienne, la religion et l'organisation urbaine du delta, domaine jusqu'ici moins connu que les grandes pyramides et autres tombeaux. Certaines montagnes présentent une telle perfection qu'on croirait qu'un architecte divin les a minutieusement façonnées. Et, en vérité, ce n'est pas une idée aussi absurde qu'il n'y paraît. Mais alors, quelqu'un aurait-il réellement construit les montagnes? Caché dans les profondeurs de l'Amazonie, un sommet conique singulier pousse à se poser cette même question. Et à l'autre bout du globe, un paysage évoque un sac de friandises chocolatées répandu sur un tapis verdoyant. Cela semble irréel, mais c'est pourtant vrai. Imaginez le croisement improbable entre un Hershey's Kiss et le film La Route d'Eldorado. C'est à peu près ce qui vous attend, car nous allons explorer deux des formations naturelles les plus énigmatiques et étonnamment harmonieuses de la planète. Le Cerro El Cono, au Pérou,
et les Chocolate Hills, aux Philippines. L'une pourrait bien être une antique pyramide oubliée, et l'autre se change en chocolat une fois par an. Enfin, en quelque sorte. Commençons par El Cono. Cette montagne insolite et solitaire s'élève à plus de 400 mètres au-dessus de la canopée, au cœur même de l'Amazonie, près de la frontière entre le Pérou et le Brésil. Bien sûr, l'Amazonie n'est pas étrangère au relief spectaculaire. On y trouve, plus au nord, les montagnes Imeri, ou encore les Andes, certes extérieures au bassin amazonien à proprement parler, mais longeant l'épine dorsale du Pérou. Pourtant, El Cono se distingue radicalement. Pour commencer, il est totalement isolé. Si vous survolez la région en hélicoptère, vous ne verrez qu'une mer infinie, d'un vert éclatant, composé de forêts tropicales à perte de vue. Et soudain, boum, surgit de nulle part une montagne conique presque parfaite, semblable à un immense dorito vert pointé vers le ciel. Elle ne s'inscrit dans aucune chaîne montagneuse connue, ne possède aucun équivalent, et sa symétrie est si saisissante qu'elle semble presque artificielle, le tout recouvert de forêts. Évidemment, cela a donné lieu à toutes sortes d'hypothèses. Certains croient à un volcan endormi, d'autres à une anomalie de l'érosion. Et puis, il y a ceux qui évoquent des idées bien plus excitantes. Et s'il s'agissait d'une pyramide oubliée? Avant de lever les yeux au ciel, sachez que cette théorie est moins absurde qu'il n'y paraît. Elle est même défendue sérieusement par certains. N'oublions pas que les civilisations précolombiennes d'Amérique du Sud ont elles aussi érigé des pyramides. Comment? Eh oui, contrairement à ce que certains s'imaginent, les Égyptiens n'ont pas l'exclusivité de ce concept architectural. Les Mochi, les Chachapoya et les Incas ont tous bâti des édifices monumentaux. On trouve d'ailleurs des pyramides aux quatre coins du monde. En Éthiopie, en Thaïlande, en Grèce, au Mexique et même en Italie. Mais alors, pourquoi les pyramides surgissent-elles aussi souvent dans l'histoire humaine? C'est simple, leur forme est d'une remarquable stabilité. Leur large base soutient efficacement le poids de la structure, et leur sommet pointu symbolisait fréquemment un lien vers le ciel. D'accord, mais quelle est la probabilité que toutes ces cultures aient eu la même idée simultanément? Du calme, ancien alien. C'est certes envisageable, mais la vérité, c'est que les anciens peuples communiquaient bel et bien entre eux, par le commerce, la migration ou encore les échanges culturels. Les pyramides ne sont pas nécessairement le fruit d'une civilisation globale et secrète. Elles sont plutôt nées de l'ingéniosité de peuples curieux, répartis aux quatre coins du globe, tous fascinés par les étoiles et désireux de s'en rapprocher. À vrai dire, de récentes découvertes archéologiques ont mis au jour d'immenses cités antiques englouties par la jungle. Au Guatemala, des chercheurs ont révélé l'existence d'une ville maya oubliée, comportant ses propres pyramides. Et au Mexique, une vaste métropole a été retrouvée, ensevelie sous des collines boisées. Ainsi, l'humanité peut bel et bien effacer de sa mémoire une ville entière. Depuis les airs, si vous observez de nouveau El Cono, vous pourriez bien commencer à y croire vous aussi. Ses flancs pointes sont lisses, sa symétrie est troublante. Vu du ciel, il évoque une gigantesque pyramide à degrés, ou une ziggourate enveloppée de lianes de mystère. Et si quelqu'un vous affirmait qu'il s'agit des vestiges moussus d'une ancienne civilisation, vous seriez tenté d'acquiescer en murmurant « Oh oui, ça se voit ». Évidemment, rien n'a encore été prouvé, mais ce mystère est irrésistible, tel un mythe qui attend d'être dévoilé. Pour les habitants de la région, El Cono ne se limite cependant pas à une énigme géologique, c'est un lieu sacré. Dans la cosmologie andine, des montagnes comme El Cono sont appelées Apus, des entités spirituelles, gardiennes de la terre. Ce ne sont pas de simples rochers, mais des êtres vivants, des protecteurs, des divinités. Imaginez la déesse Tefiti de Vaiana, mais sa version sud-américaine encore plus énigmatique. Les peuples autochtones lui rendent toujours hommage, non comme à un site touristique, mais comme à un ancêtre vénérable. Tandis que les débats font rage pour savoir si El Cono est une montagne ou une pyramide, la nature, elle, poursuit tranquillement son œuvre. La zone entourant la montagne fait désormais partie du parc national de la Sierra del Divisor, créé en 2015 afin de préserver l'un des écosystèmes les plus exceptionnels d'Amazonie. On y trouve des plantes rares, une myriade d'espèces d'oiseaux, divers singes, ainsi que des animaux menacés comme le jaguar, le tatou géant ou encore le tapir. Cet adorable hybride entre le porc et l'éléphant. Et oui, il y a aussi des grottes, des sources, et même des ruines encore non explorées, dissimulées dans la forêt qui entoure El Cono. Mais alors, qu'est-ce qu'El Cono, au fond? Certains géologues avancent qu'il s'agit probablement d'un cône volcanique,
compte tenu de sa morphologie. C'est d'ailleurs ce qu'affirme officiellement l'UNESCO. D'autres y voient un rare exemple de géomorphologie d'érosion, une manière savante de dire que le vent, l'eau et le temps ont œuvré ensemble pour façonner cette montagne presque parfaite. Une sorte d'origami géologique, sculpté par des millénaires de forces naturelles. Mais, en réalité, nul ne le sait. Rien de certain. Pas encore. Tant qu'aucune expédition respectueuse et rigoureusement scientifique n'aura été menée, avec des drones, un radar à pénétration de sol et l'accord des communautés locales, Elkono conservera ses secrets. Et c'est peut-être là le plus beau, car parfois, ce sont les mystères qui confèrent au monde sa part de magie. Embarquons à présent dans un avion métaphorique pour les Philippines, où le mystère se poursuit, avec une touche plus sucrée. Répartie sur plus de 52 km², entre 1200 et 1700 collines, voire davantage, se dressent, toutes d'une forme étonnamment régulière et semblable à une boîte de chocolat. Vraiment, durant la saison sèche, l'herbe jaunit, et l'on dirait soudain qu'un sachet entier de Hershey's Kisses a été déversé sur le paysage. Appétissant, n'est-ce pas ? Voici les Chocolate Hills, parmi les merveilles naturelles les plus emblématiques des Philippines. À distance, leur symétrie est si parfaite qu'on croirait à l'œuvre d'un paysagiste extraterrestre, armé d'un mètre ruban et d'un certain sens de l'humour. Mais d'où viennent-elles ? Selon les chercheurs, ces collines constituent une rare formation karstique, terme désignant les paysages créés lorsque des pluies faiblement acides dissolvent des roches tendres comme le calcaire. En l'occurrence, ces collines étaient autrefois des récifs coralliens et des calcaires marins que les mouvements tectoniques ont fait émerger au-dessus du niveau de la mer. Puis, avec le temps, le vent, la pluie et les rivières souterraines ont érodé la roche, ne laissant que ces monticules réguliers. C'est un chef-d'œuvre géologique sculpté sur des millions d'années. Mais la science n'est pas la seule explication disponible. Les légendes locales sont bien plus savoureuses. L'une raconte que deux géants se livrèrent un combat à coups de pierre, lançant d'énormes rochers jusqu'à l'épuisement, laissant le paysage jonché de monticules, comme dans cette fameuse scène du Hobbit. Une autre évoque un géant éploré dont les larmes se seraient changées en terre, donnant naissance aux collines, en hommage à son amour perdu. Oh mon pauvre vieux. Aujourd'hui, les Chocolate Hills sont classés monument géologique national et constituent l'une des principales attractions touristiques des Philippines. Elles sont même en lice pour une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Car, franchement, où trouver ailleurs un mariage aussi délicieux entre friandises et géologie ? Pour les visiter, rien de plus simple. Prenez un vol pour l'aéroport international de Bohol Panglao ou un ferry depuis Cebu, puis dirigez-vous vers les municipalités de Carmen, Batuan ou Sagbayan. Des plateformes d'observation, écoparcs et circuits en quad vous permettent d'explorer les collines de près. Que vous poursuiviez des pyramides perdues dans la jungle ou que vous escaladiez une montagne se muant en chocolat à la saison sèche, notre planète recèle des merveilles qui émerveillent et déconcertent. Et c'est là le véritable trésor. Parfois, les formes les plus étranges et sublimes de la nature ne dissimulent ni aliens ni technologies anciennes, mais révèlent simplement l'imagination foisonnante de la Terre. C'est le premier jour de ton voyage tant attendu dans la forêt amazonienne. Tu as pris l'avion jusqu'en Amérique du Sud. Plus précisément, tu as atterri dans la ville de Manaus, située au cœur de l'Amazonie brésilienne. Jusqu'à présent, tu as voyagé en avion, en voiture et maintenant sur l'eau. Tu es sur un petit bateau qui glisse sur les eaux boueuses du fleuve Amazone. C'est le deuxième plus long fleuve du monde. Il n'est devancé que par le Nil en Égypte. L'Amazonie s'étend sur une superficie impressionnante de 7000 km², commençant au Pérou et ne se terminant que lorsqu'elle rencontre l'océan Atlantique au large des côtes du Brésil. Pour voir la forêt de plus près, tu décides de commencer par l'explorer en bateau. Tout d'abord, tu vois des piranhas en train de pêcher. Tu peux même essayer d'en attraper un toi-même si tu veux. Comme tu le sais peut-être, les piranhas sont des poissons carnivores. Donc, te baigner dans ce fleuve n'est peut-être pas la meilleure idée. L'une des espèces d'alligators les plus emblématiques présentes dans le bassin de l'Amazone est le caïman à museau large. Il ressemble beaucoup à un alligator ordinaire, à l'exception du fait qu'il a un menton jaune. Ton guide quitte le bateau et fouille l'eau pour te montrer un caïman de près. Il te parle aussi d'une créature légendaire qui vit dans les eaux sombres du fleuve, le dauphin rose. Par chance, tu as la chance d'apercevoir une famille de ces dauphins montrant leurs nageoires près de ton bateau. Ils ont l'air magiques depuis l'endroit où tu es assis.
Tu n'as probablement jamais su que les dauphins pouvaient être roses, n'est-ce pas? Après quelques instants hypnotiques, tu découvres que la couleur rose des dauphins n'est qu'une illusion. À l'origine, ces animaux sont gris-rosés. Mais à cause des couleurs brunes du fleuve, ils ont l'air rose vif quand tu les regardes d'en haut. Ton guide t'explique que le dauphin rose est le personnage central du folklore brésilien. Les locaux croient que les dauphins roses peuvent se transformer en humains et s'introduire dans les villes la nuit. Tu débarques du bateau près de l'une des entrées de la forêt. Tu vas maintenant poursuivre ton voyage à pied. Ton guide te prévient que vous vous apprêtez à vous aventurer sur un terrain très dangereux. L'Amazonie abrite certaines des espèces sauvages les plus effrayantes du monde. Mais ne t'inquiète pas, nous aurons l'occasion d'en voir beaucoup aujourd'hui. Tu t'es préparé bien sûr. Une bombe insecticide, un imperméable et tes yeux perçants. Dans la jungle, il faut être vigilant à tout moment. Tu as peut-être entendu des légendes sur l'anaconda, un serpent qui peut avaler des animaux aussi gros qu'une vache d'un seul coup. Désolé de te faire peur, mais ce ne sont pas que des légendes. Les reptiles comme celui-ci existent réellement et ils vivent tapis au fin fond de la jungle. Qu'est-ce que c'est juste là, qui se déplace entre les arbres? Est-ce une araignée? La bien nommée mygale Goliath est une araignée monstrueuse. Ses pattes peuvent mesurer jusqu'à 30 cm de long et l'araignée elle-même peut peser environ 170 grammes. Elle est aussi connue comme la reine des tarentules. Tu ne dois pas t'approcher trop près, bien sûr. Elle n'est pas venimeuse pour les humains, mais sa morsure peut sûrement faire mal. La mygale Goliath peut même manger des oiseaux, tant qu'ils sont plus petits qu'elle. Ensuite, tu tombes sur une autre espèce d'araignée qui attire ton attention. Celle-ci est si minuscule que tu ne la vois presque pas. Elle est connue sous le nom d'araignée leurre. Tu vois une de ses créations. Une araignée gigantesque construite par la minuscule araignée Cyclosa afin d'effrayer les grands prédateurs. Aussi étonnant qu'effrayant. Une araignée qui utilise les restes d'autres insectes et des feuilles sèches pour créer l'image d'une grande araignée sur sa toile. Si cela trompe les prédateurs, tant mieux. Mais pour nous, les humains, cette œuvre d'art semble presque attachante. Qui aurait cru qu'il y avait des artistes dans le monde des arachnides? Près d'un petit lac, tu es témoin d'une scène unique. Un grand serpent se faufile lentement vers un lézard qui se repose sur un rocher. Le lézard ne semble pas se rendre compte de la présence du dangereux reptile. Mais juste au moment où le serpent se prépare à attaquer, le lézard fuit à sa manière très particulière. Le lézard dit basilic est célèbre pour sa capacité à marcher sur l'eau. Ou plutôt, courir sur l'eau. Ce n'est pas une illusion, juste une question d'équilibre. Le petit lézard déplace ses pattes sur l'eau très rapidement, tandis que sa longue queue sert de contrepoids. Si tu t'es déjà demandé à quoi ressemblait l'intérieur d'une grenouille, tu es au bon endroit. Sous tes yeux, il y a une espèce locale rare de grenouille. Elle est connue sous le nom de grenouille de verre. Cette espèce d'amphibien a une sorte de peau transparente qui la rend complètement translucide. En d'autres termes, tu peux voir l'intérieur de la grenouille avec une clarté stupéfiante, comme si tu la mettais sous des rayons X. Tu poursuis ton voyage. Bientôt, tu tombes sur un étang. Flottant sur son eau se trouve probablement le plus grand nénuphar que tu aies jamais vu de ta vie. Ces énormes plantes sont également connues sous le nom de Victoria amazonica. Elles peuvent mesurer jusqu'à 2,5 mètres de diamètre et supporter le poids d'un adulte. Mais il est déconseillé d'essayer de grimper dessus. La faune et la flore sont incroyables ici, mais la forêt elle-même est aussi un spectacle. Il y a plus de 80 000 espèces de plantes et d'arbres qui poussent dans la forêt amazonienne. En fait, on peut trouver pas moins de 10% de toute la faune du monde dans cette jungle. On estime que 400 milliards d'arbres poussent sur la surface gigantesque qu'occupe la forêt. Bien sûr, cet endroit abrite une immense biodiversité. Tu ne pourras pas être témoin de ce phénomène pendant ton voyage. Mais ton guide te parle d'une espèce unique d'arbre qui est célèbre pour être capable de marcher. Oui, tu as bien entendu. Il existe des arbres qui marchent dans la forêt amazonienne. Ils n'ont pas de jambes ni rien de tel, mais ils se déplacent à la recherche de meilleures conditions d'éclairage. La canopée de l'Amazonie est si épaisse que seulement 1% de la lumière du soleil peut atteindre le sol. À cause de cela, certains arbres finissent par recevoir moins de lumière du soleil que d'autres. Les palmiers dits marcheurs semblent s'être adaptés à cette situation.
Ils font pousser de nouvelles racines, ce qui les aide à se déplacer de 2,5 à 5 cm par jour. Ils peuvent marcher jusqu'à 20 mètres par an. C'est peut-être ce qui a inspiré J.R.R. Tolkien à créer les Ents, ces êtres arboricoles assez semblables qui errent librement dans les bois. Il n'y a pas que la faune qui habite l'Amazonie. Plus de 30 millions de personnes vivent dans la forêt. Et il y a aussi d'anciennes colonies de peuplement qui, selon les scientifiques, y ont prospéré. Et on ne parle pas de l'Eldorado qui n'est qu'un mythe. En 2018, une étude révolutionnaire a montré que jusqu'à 1 million de personnes ont probablement habité l'Amazonie entre 1250 et 1500 de notre ère. En travaillant aux côtés des populations autochtones, des chercheurs de l'Université de Floride ont trouvé plusieurs monticules en Amazonie. Outre ces monticules, ils ont aussi découvert des fossés et des géoglyphes intéressants. Après avoir cartographié tous ces monticules, les scientifiques ont compris que c'était le signe d'un ancien peuplement. Ils ont trouvé des vestiges de murs soigneusement conçus, disposés autour de places centrales. Cela ne peut que signifier que ces anciennes villes étaient grandes et pouvaient accueillir des centaines de milliers d'habitants. Ces découvertes ont ravivé l'idée que l'Amazonie aurait pu abriter des civilisations prospères bien avant que les Européens n'y arrivent. Mais plutôt que des villes baignant dans l'or, il s'agissait simplement de sociétés agricoles bien développées. Les mystères sans réponse autour des civilisations anciennes ont été une source d'inspiration pour de nombreux théoriciens du complot. En fait, certains de ces mystères sont si intéressants que beaucoup d'entre nous y croient déjà, ou aimeraient y croire. Une chose est sûre cependant, aucune de ces milliers de théories du complot n'a jamais été... quel est le mot? Ah oui, classée, à moins qu'elle ne l'ait vraiment été. Nous savons tous que la CIA a fait des choses plus ou moins discutables au cours de son histoire, au nom de la sécurité nationale. Mais on ne s'attendrait pas à ce qu'un livre représente une menace à la fois nationale et internationale. La CIA a récemment déclassé certaines parties d'un livre qui parle de civilisations anciennes disparues et des événements catastrophiques qui les ont fait disparaître il y a des milliers d'années. Ce livre mystérieux a été écrit en 1963 par un certain Chan Thomas, et il devait être publié par Emerson House en 1965, jusqu'à ce que la CIA s'en mêle. Pour une raison mystérieuse, ils ont classé le livre. Et il n'a jamais été rendu public jusqu'à récemment. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le livre a été déclassé en 2013 en raison de la loi sur la liberté d'information. Mais il n'a été rendu public qu'en 2016. Et ce qui a été rendu public soulève vraiment quelques questions. La version originale de ce document comptait 284 pages. Mais l'essai en PDF qui a été publié était fortement censuré et ne comportait que 57 pages, soit 1/5 de l'ensemble du document. Les pages ont été éditées, avant d'être rendues publiques, de telle sorte que l'on ne remarque même pas que les autres pages sont manquantes. Personne ne sait vraiment pourquoi ce livre a été classé secret en premier lieu. Mais d'après ce qu'on a laissé entendre, il a un contenu des plus intéressants. L'auteur du livre avait une imagination débordante et une grande passion pour les civilisations anciennes. Et même si ce qu'il a à dire fait réfléchir, certaines choses sont tout simplement bizarres. Il pense que notre planète est enfermée dans un cycle sans fin de déplacement des pôles et de la croûte terrestre, qui sont responsables de l'extinction massive de nombreuses civilisations qui existaient il y a plus de 6000 ans, avant même les Sumériens. Il pense que ces événements ont causé plus de dommages à la Terre que les météores, et il fonde cette théorie sur quelques artefacts qui existent dans le monde entier, mais qui n'ont pas vraiment été remarqués jusqu'à récemment. Mais j'y reviendrai dans un instant. Les extinctions massives dont parle le livre comprennent la fin de la période glaciaire, lorsque d'énormes couches de glace de 3,2 km d'épaisseur ont disparu d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord et du Canada, entraînant l'extinction de centaines d'espèces. Et voici comment l'auteur illustre son hypothèse. Il pense qu'il y a eu un déplacement des pôles géomagnétiques qui a provoqué des changements catastrophiques dans l'atmosphère et la croûte terrestre, entraînant l'extinction de nombreuses civilisations au fil du temps. Bien que le déplacement des pôles géomagnétiques soit une réalité, il ne se produit pas du jour au lendemain. Il se produit très lentement, environ toutes les quelques centaines de milliers d'années, selon les scientifiques. Mais c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est un fait bien connu que le pôle Nord se trouve quelque part au-dessus de l'Alaska
et que le pôle sud est proche du milieu de l'Antarctique. Il s'agit là des pôles géographiques, et ils seront toujours le nord et le sud. Cependant, les pôles magnétiques de la Terre se sont inversés il y a quelques centaines de milliers d'années. Ainsi, si tu avais une boussole il y a 700 000 ans, disons, elle pointerait plutôt vers le sud et te montrerait l'Antarctique. Mais l'auteur du livre a une théorie différente. Il pense que le basculement des pôles magnétiques nord et sud ne se produit pas toutes les quelques centaines de milliers d'années, mais tous les 12 000 ans. Et que ce basculement se produit en quelques heures seulement, provoquant une catastrophe apocalyptique. Il pense que cela se produit à la suite d'une explosion dans le noyau de la Terre. Cette explosion provoque le basculement des pôles magnétiques, mais aussi le déplacement de la croûte terrestre. Selon ce livre, en raison de ces événements catastrophiques, un grand nombre des continents de la Terre qui étaient submergés sont remontés au-dessus du niveau de la mer en quelques heures seulement. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. L'auteur affirme également que les Andes péruviennes se trouvaient sous l'océan avant le dernier déplacement des pôles. Et même si cela semble tiré par les cheveux, puisque les Andes se trouvent à environ 6700 mètres au-dessus du niveau de la mer, des preuves ont été apportées à la fin des années 80 pour étayer cette affirmation. Les scientifiques ont trouvé des os de baleines et des fossiles vieux de plusieurs millions d'années au sommet des Andes et des montagnes de l'Himalaya. Il est également suggéré dans le livre que le gel profond que la Terre a subi au cours du Trias récent a provoqué la perturbation du Gulf Stream. Des mammouths gelés ont été retrouvés piégés dans des blocs de glace, avec de la nourriture encore dans la bouche. Il s'agit là d'un véritable mystère, car ils étaient rompus au froid glacial. Et ils faisaient partie des rares animaux qui pouvaient vraiment survivre à l'ère glaciaire. Alors, qu'est-ce qui a pu les faire geler si rapidement? Ouais, de quoi se gratter la tête, pas vrai? Le document décrit également la grande pyramide de Gizeh comme une véritable énigme. La pyramide de Gizeh est composée de 2,5 millions de blocs de pierre, placés les uns sur les autres avec une grande précision. Elle mesure près de 230 mètres de large et plus de 137 mètres de haut. À ce jour, nous ne sommes toujours pas en mesure d'expliquer comment elle a été construite, et il est également difficile de comprendre sa conception interne. À l'intérieur, la pyramide ne présente aucune similitude avec les autres pyramides et, malgré la croyance populaire, aucune momie n'a été trouvée dans l'une d'entre elles. Si tu trouves ça un peu bizarre, attends le prochain scoop. On ne trouve absolument aucun hiéroglyphe dans aucune des pyramides. Et cela vaut dans les deux sens. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'il n'y a pas non plus de pyramide, ni rien qui ressemble à une pyramide dans aucun des hiéroglyphes. Monsieur Thomas pense que les pyramides ont été créées des centaines de milliers d'années avant les Égyptiens, par une civilisation qui s'est éteinte. En parlant de civilisation, dans son livre, il mentionne même les Grecs. Il affirme qu'en Grèce, il existait une autre ancienne race d'humains qui s'est également éteinte. Il affirme qu'ils étaient extrêmement grands, aux yeux bleus et aux cheveux blonds, et qu'ils avaient accès à des technologies avancées que les Grecs ne pouvaient même pas connaître à leur apogée. Avant de nous éloigner des blocs de pierre, parlons d'un autre mystère. Le temple de Bacchus, à Baalbek, au Liban, et ses gigantesques blocs de fondation. Ces pierres, qui constituaient Héliopolis, ont également été utilisées pour le temple de Rome. Les fondations des temples sont faites de pierres trilithes de 900 tonnes. Et, selon l'auteur, c'est la preuve qu'il devrait exister une ancienne civilisation perdue avec une technologie plus qu'avancée. La plupart des archéologues affirment que ces pierres ont été taillées par les Romains. Cependant, il n'y a aucune preuve pour étayer cela. Les Romains n'avaient pas l'équipement technologique pour fabriquer de telles pierres ou les soulever. Tu peux donc te demander, et s'ils les avaient simplement façonnées sur place? Eh bien, ces pierres ont également été soulevées à 9 mètres de haut et ont été placées les unes à côté des autres avec une précision mathématique. Et n'oublions pas les blocs au sommet d'Héliopolis, qui pèsent environ 800 tonnes chacun. Mais attends d'entendre la meilleure. Les Romains ne revendiquent même pas le mérite de ces mégalithes. Ils prétendent avoir bien construit les côtés, mais ils ne s'attribuent aucun éloge pour ces pierres de fondation extraordinairement grandes et lourdes. L'auteur fait également une remarque intéressante sur la distance entre la capitale romaine et Baalbek au Liban. Pourquoi les Romains auraient-ils flanqué les plus grandes pierres monolithiques du monde dans une région aussi éloignée de leur capitale, sans jamais s'en attribuer le mérite? Eh bien, les amis, c'est un grand mystère pour moi. Passons maintenant à l'énigme la plus intrigante. L'île de Pâques, qui se trouve au milieu de l'océan Pacifique.
L'auteur se demande comment les gens ont pu la trouver, ou même s'installer sur une île aussi éloignée il y a si longtemps. L'un des symboles de l'île de Pâques sont les statues Moai, et le mystère entourant qui elles pourraient bien représenter et pourquoi. Une question encore plus importante est de savoir comment elles ont été créées, puis déplacées et positionnées aux endroits où elles se trouvent. Selon ce document déclassé, l'île de Pâques faisait partie d'un continent aujourd'hui perdu, appelé Mu, et elle a été engloutie dans l'océan Pacifique lors d'un cataclysme qui s'est produit pendant l'un de ses déplacements des pôles. Le continent de Mu, selon le livre, était aussi grand que l'Amérique du Sud, et ce que nous appelons maintenant l'île de Pâques est tout ce qu'il reste de ce continent. L'auteur pense également que c'est ce qui s'est passé avec la cité perdue de l'Atlantide. Platon est même cité à ce sujet, affirmant que toute la cité atlante a sombré plusieurs kilomètres sous les flots en un seul jour. Même si cette histoire semble tout à fait intrigante et présente des points fascinants, nous savons que, scientifiquement parlant, un déplacement cataclysmique des pôles, entraînant l'extinction de civilisations entières, n'est tout simplement pas possible. Ça te dirait d'aller découvrir des lieux cachés et surréalistes? Prends une lampe de poche et ton sac à dos, et c'est parti pour l'aventure! Notre voyage commence dans le pays montagneux qu'est la Suisse. Tu te rends dans la ville de Waltensburg, dans l'est du pays. Il pleut et il fait très froid, mais tu vas quand même au pied d'une montagne, où ta première aventure t'attend. Après avoir grimpé très haut dans la montagne, tu vois un château aux formes étranges. Pour y accéder, tu dois remonter un sentier très étroit. En essayant de ne pas regarder en bas, tu resserres les sangles de ton sac à dos et tu parviens à passer le col. Parvenu devant la porte du château, tu n'arrives pas vraiment à croire ce que tu vois. Une forteresse du XIIIe siècle entièrement construite en pierre. Aujourd'hui, tout ce qui reste du château de Kropfenstein sont principalement ses ruines. Mais leur état est suffisamment bon pour avoir une idée de ce à quoi ressemblait l'édifice à l'époque de sa gloire. Tu prends ton temps pour explorer l'intérieur du château, mais honnêtement, cet endroit te donne des frissons. Et tu es prêt à passer à autre chose. Le prochain pays sur la liste est la Turquie. Après un vol et un trajet en voiture, tu arrives dans la ville de Çorum, dans le nord du pays. À la périphérie de Çorum, tu trouves une allée remplie de vieilles montagnes envahies par la végétation. Et tu aperçois le début du sentier que tu t'apprêtes à parcourir. Le chemin est très escarpé, mais il mène à une porte secrète sculptée dans la montagne. Félicitations, tu viens d'arriver à Kapili Kaya. L'énorme porte est une pierre massive en forme d'arc qui bloque l'entrée d'un bâtiment caché. Les experts pensent qu'elle existe depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ. Malheureusement, l'énorme porte a toujours refusé de s'ouvrir, si bien que ce qui se cache à l'intérieur est encore un mystère à ce jour. On suppose qu'il y a une pièce à l'intérieur. Certains habitants affirment qu'un trésor s'y cache, mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à entrer pour vérifier. Bon, il est temps de repartir avant que la nuit ne tombe. Tu as l'occasion unique d'aller en Éthiopie. En te promenant dans la ville de Lalibela, tu tombes sur une énorme fosse creusée dans le sol. Tu t'en approches prudemment et bientôt tu vois un magnifique bâtiment en terre cuite. Si richement détaillé qu'il te laisse bouche bée. Mais ce n'est pas tout. Il y a 10 autres fosses comme celle-ci, qui cachent les bâtiments du XIIe siècle du roi Lalibela. Les 11 constructions sont toutes différentes les unes des autres, mais partagent un style similaire reconnaissable. Elles ont été sculptées à la main sur une période de 24 ans, uniquement à l'aide de burin. Ce qui est incroyable étant donné que ces bâtiments font jusqu'à 15 mètres de haut. C'est à peu près aussi haut que 5 éléphants africains empilés les uns sur les autres. Cette méthode de construction non conventionnelle les a rendus entièrement monolithiques, ce qui signifie qu'ils ont été taillés dans un seul gigantesque bloc de roche. Impressionnant. Depuis l'Éthiopie, tu prends un vol pour le sud de l'Italie. Juste là, à la pointe de la botte. Pas besoin de marcher pour y accéder. Ton ami t'emmène sur un site appelé Sassi di Matera. C'est une ville paléolithique, sculptée dans la pente d'une colline abrupte. Tu auras peut-être l'impression d'avoir voyagé dans le temps car les maisons en pierre et les bâtiments anciens ne ressemblent en rien de ce que tu as déjà vu. Le site, connu sous le nom de Sassi, est soupçonné d'être l'un des premiers établissements humains d'Italie, datant de plus de 9000 ans. En te promenant dans la ville, tu seras peut-être invité à entrer dans l'une des maisons en forme de grotte. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, certaines des rues passent au-dessus des maisons. Tu as déjà grandement étendu tes connaissances en architecture rupestre. Mais il reste encore quelques sites sur ta liste.
Tu te diriges donc vers la Slovénie pour visiter le plus grand château troglodyte du monde. Ce château médiéval a été construit au sommet d'une falaise de 122 mètres de haut et a été conçu pour être imprenable. Heureusement, il est aujourd'hui possible d'y entrer facilement. Mais si tu cherches un moyen plus stimulant et moins touristique d'entrer, tu peux accéder au château par l'un de ses nombreux tunnels souterrains. Ils ont été construits il y a plus de 800 ans pour le propriétaire du château. Il avait besoin de passages secrets pour s'approvisionner en douce. Aujourd'hui, le Chaco de Predjama est à la fois enchanteur et mystérieux, selon que tu le visites par une journée chaude et ensoleillée ou une nuit froide et brumeuse. Après cette expérience médiévale, tu pars visiter Petra, un magnifique site jordanien situé au milieu du désert. N'oublie pas d'emporter une grande quantité d'eau et de crème solaire, car il va faire chaud. Mais ce site en vaut la peine. La cité de Petra est une merveille du monde antique. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, cette région était un centre d'échange au carrefour de routes commerciales. Petra était une ville riche, où vivaient les Nabatéens, une tribu bédouine arabe qui a prospéré dans la région pendant de nombreuses années. La structure en forme de porte sculptée dans la roche qui a rendu Petra célèbre est appelée le trésor du pharaon. Elle se trouve à l'entrée principale du site et on dit qu'un trésor est caché à l'intérieur. Tu pourrais être tenté d'aller voir par toi-même, mais c'est encore une toute autre aventure. Pour l'instant, tu sautes dans un autre avion, cette fois à destination des Amériques. Tout d'abord, tu visites les États-Unis, et plus précisément l'État montagneux du Colorado. Tu te rends au parc national de Mesa Verde. Là, au milieu d'une végétation abondante, tu trouveras plus de 600 habitations construites dans une grotte sous la falaise, creusée profondément dans le flanc de la montagne. Cet ancien village est aujourd'hui considéré comme un site du patrimoine. La tribu locale des Pueblos l'a construit dans les années 1190. L'un des principaux bâtiments s'appelle le Cliff Palace. C'est une des constructions à plusieurs étages faites de grès et de mortier de boue. Le palace abrite à lui seul plus de 150 chambres. Si tu te sens en forme, tu peux visiter la maison du balcon. Pour y accéder, tu devras grimper sur une échelle de 10 mètres. Tu pourras alors voir un village de taille moyenne composé de 38 pièces, dont 2 kivas. Ce sont des chambres traditionnelles qui ont été construites par les Pueblos à des fins cérémonielles. Toujours aux États-Unis, tu te rends dans les collines du Dakota du Sud. Tu es là pour visiter l'une des sculptures humaines les plus impressionnantes du monde, le mont Rushmore. Mais qu'est-ce que cet endroit a de si mystérieux ? Eh bien, pendant la construction du mont Rushmore, un tunnel secret de 21 mètres de long a été construit derrière la tête d'Abraham Lincoln. Le tunnel était censé contenir tous les documents et artefacts importants pour l'histoire des États-Unis. Mais après y avoir bien réfléchi, les concepteurs ont décidé qu'il valait mieux les cacher dans une boîte sécurisée dans le sol du tunnel. La boîte contient l'histoire de la façon dont le Rushmore a été sculpté, ainsi qu'une brève histoire des États-Unis et des 4 présidents représentés sur la montagne. Maintenant, tu te diriges vers le Machu Picchu, un site sud-américain caché dans les montagnes péruviennes. Le Machu Picchu en soi est déjà un mystère. Les chercheurs ne savent toujours pas pourquoi, ni même comment l'ancienne civilisation Inca a réussi à construire cette citadelle en pierre en 1450 de notre ère. Pour t'y rendre, tu dois faire une randonnée de 3 jours et atteindre une altitude impressionnante de 2400 mètres. Tu peux aussi prendre le train, mais ce serait tricher. Tu es ici pour vérifier une découverte relativement récente. En 2010, l'ingénieur français David Crespi prenait des mesures des ruines Inca, lorsqu'il a remarqué une porte qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle était fermée par des pierres. Il est retourné sur le site quelques mois plus tard avec un scanner électromagnétique. Le scanner, qui pouvait détecter les objets derrière les murs, a montré qu'il y avait de grandes quantités de métaux derrière cette porte scellée. Le chercheur a contacté les autorités péruviennes pour leur demander de retirer les pierres. Mais elles n'ont pas donné leur accord pour le faire. À ce jour, la porte est donc toujours fermée. Et voilà, c'était un palpitant voyage, n'est-ce pas? Alors repose-toi bien, Indiana Jones. Au cœur de la forêt amazonienne se trouve une caverne si vaste qu'elle défie l'entendement. Longue de 610 mètres, elle est assez grande pour qu'un être humain puisse y circuler librement. Ses parois sont marquées de profondes griffures énigmatiques. Et ce n'est pas un cas isolé. Si vous vous rendez dans le sud du Brésil, vous trouverez plus de 1500 cavernes similaires, allant de modestes terriers à de véritables galeries monumentales.
Ces grottes n'ont rien des cavernes classiques pleines de chauves-souris. Il s'agit de ce que les chercheurs appellent des paléothériers, d'anciennes structures souterraines creusées par des bêtes si énormes qu'elles font paraître nos éléphants minuscules. Quoi qu'elle ait été, la créature responsable a excavé à elle seule l'équivalent de la masse de 800 éléphants. Je sais, cela ressemble encore à une grotte ordinaire, mais les spécialistes ont vite remarqué qu'elle était particulière. Ses parois étaient bien trop régulières, et le sol, remarquablement lisse. Or, ni l'eau ni l'érosion ne peuvent produire des marques aussi précises. Ces grottes brésiliennes constituent les plus vastes archives géologiques d'une activité animale connue. Comme si l'on entrait dans une habitation préhistorique bâtie par des créatures de la taille d'une voiture. Pour résoudre ce mystère, les chercheurs ont examiné les griffures sur les murs et ont conclu qu'elles avaient sans doute été faites par d'énormes paresseux terrestres. Une espèce nommée Valgyps, dont le poids pouvait avoisiner les 4 tonnes, et qui aurait pu dévorer en 3 jours l'équivalent de votre alimentation annuelle. Aussi massifs soient-ils, ces animaux ne pouvaient creuser seuls d'aussi longs tunnels, ils devaient collaborer. C'est pourquoi les scientifiques pensent que plusieurs paresseux utilisaient un même tunnel et le creusaient ensemble. Il se peut même que de gigantesques tatous aient contribué à l'ouvrage, car ils étaient des excavateurs extrêmement habiles, et eux aussi habitaient à cette région. D'accord, mais pourquoi un paresseux ou un tatou géant aurait-il besoin d'un terrier long de 610 mètres? Excellente question. Et la vérité, c'est que les scientifiques ne le savent pas encore avec certitude. Il paraît peu probable qu'un tel ouvrage ait été creusé uniquement pour fuir les prédateurs, surtout quand on sait qu'un tigre à dents de sabre aurait pu y pénétrer sans difficulté. À moins qu'il n'ait inventé des systèmes de sécurité préhistoriques, cette hypothèse comporte quelques failles. Haha, jeu de mots pleinement assumé. La meilleure hypothèse concerne sans doute le climat. À cette époque, le monde était plus sec et plus froid. Certaines espèces de paresseux géants prospéraient justement durant les périodes de transition climatique, entre glaciation et réchauffement. Bien que leur masse corporelle les ait protégés contre les variations habituelles, des écarts brusques de température ont probablement poussé ces animaux à s'abriter pour survivre. Et tout comme leurs descendants actuels, ils avaient sans doute du mal à réguler leur chaleur corporelle. Or, se réfugier sous terre leur permettait de préserver leur progéniture et d'économiser leur énergie. Plus un corps est massif, plus il est coûteux à maintenir. Certains chercheurs avancent que ces tunnels ont pu servir de repères partagés à tour de rôle. Un paresseux s'y installe, creuse un peu, laisse quelques traces de griffes, puis repart, et plus tard, un autre investit l'endroit, y ajoutant sa propre signature. En somme, une sorte d'auberge espagnole pour mégafaune préhistorique. Tous les indices pointent vers une forme de multipropriété plutôt qu'une occupation exclusive. Après tout, ces créatures n'étaient en guère sociables. Paresseux comme Tatou préféraient la solitude en duo, généralement mère et petit. Quant au père, il ne restait que pour la partie plaisante. Mais vous aurez sans doute remarqué un léger détail. Ces créatures ont disparu depuis longtemps. Leur extinction remonte à environ 11 000 ans, au moment où les humains ont commencé à se répandre sur la planète, alors qu'une ère glaciaire touchait à sa fin. En vérité, 80% des mammifères pesant plus d'1 kilogramme ont disparu à cette époque. Le premier coupable est bien sûr celui que l'on retrouve toujours sur le banc des accusés, l'être humain. Il y a environ 10 000 ans, une vague de chasseurs experts, munis d'outils distinctifs comme les pointes de lance, a traversé l'Amérique du Nord. La théorie veut que la faune locale n'ait pas su réagir face à ce nouveau prédateur, devenant ainsi une proie facile. Une fois les grands herbivores éliminés, les carnivores ont décliné à leur tour faute de nourriture. Et la chasse n'a pas été le seul facteur. Les premiers humains ont sans doute aussi perturbé les écosystèmes, rendant la vie encore plus difficile pour les grandes espèces. Mais attendez, il y a un autre suspect, le changement climatique. À peu près à la même époque, le climat terrestre a connu un bouleversement majeur. Il est passé d'un froid extrême à un froid plus modéré. Pour situer, la température moyenne avoisinait les 8 degrés Celsius, ce qui a entraîné des saisons instables et la disparition progressive de nombreuses plantes. Et lorsque la végétation décline, les grands herbivores, comme nos paresseux géants, se retrouvent privés de ressources, ce qui les fragilise davantage. De nombreux chercheurs estiment aujourd'hui que les activités humaines et les bouleversements climatiques ont tous deux contribué à l'extinction, mais selon des modalités différentes suivant les régions. Ici, l'homme aurait rompu l'équilibre,
Ailleurs, la nature seule aurait mené l'œuvre à son terme. Quoi qu'il en soit, cette conjonction fatale a scellé la fin des géants. Il s'avère qu'une taille colossale n'est pas toujours un avantage. Les grands animaux vivent plus longtemps et se reproduisent lentement, ce qui les rend extrêmement vulnérables lors des catastrophes. Et leur rétablissement est d'une lenteur dramatique. Après la disparition des dinosaures, par exemple, il a fallu près de 15 millions d'années avant que de nouveaux méga-mammifères n'émergent à leur tour. La dernière extinction majeure remonte à environ 12 000 ans. Une durée bien trop courte pour permettre l'évolution de nouvelles créatures massives. Les plus grands animaux terrestres d'aujourd'hui, comme les éléphants, les rhinocéros ou les bisons, ne sont pas de jeunes espèces. Ce sont les survivants aguerris d'un ancien cataclysme. Et nous partageons encore la planète avec le rorqual bleu, le plus grand mammifère ayant jamais existé. Mais pourquoi certains animaux préhistoriques sont-ils devenus si énormes au départ? En réalité, la taille offre plusieurs avantages. Malgré tout ce que l'on sait sur l'extinction, elle protège des prédateurs et apporte un avantage dans la lutte pour la nourriture. Quand les herbivores prenaient de l'ampleur, les carnivores devaient suivre, sous peine d'être dépassés. L'environnement joue aussi un rôle fondamental. Les animaux à sang froid peuvent grandir davantage dans les régions chaudes afin de mieux dissiper la chaleur, tandis que les géants à sang chaud s'épanouissent dans les climats froids pour mieux conserver la leur. Un paléontologue a avancé que certains végétariens de taille démesurée avaient besoin d'un ventre énorme juste pour digérer les plantes ligneuses de leur époque, comme s'ils transportaient un bar à salade dans leur abdomen. Il faut aussi parler de l'oxygène. À l'époque, l'atmosphère terrestre en contenait bien plus qu'aujourd'hui. Et cela change tout, surtout pour les espèces dotées de systèmes respiratoires peu efficaces, comme les insectes. Ce surplus d'oxygène leur permettait de croître davantage et d'être plus actifs. Un véritable mode turbo offert par la nature. Il convient également de mentionner les os, en particulier ceux qui étaient de plus légers. Nombre de dinosaures géants possédèrent des sacs aériens intégrés à leur squelette, à l'image des oiseaux actuels. Leurs os restaient solides sans devenir trop lourds, ce qui leur permettait d'atteindre une taille impressionnante sans s'effondrer sous leur propre poids. Ces sacs aériens servaient aussi au refroidissement, ce qui est vital quand on est littéralement une chaudière ambulante de muscles. À l'inverse, les mammifères modernes subissent les limites imposées par la gravité et la biologie. Des corps plus volumineux exigent un cœur plus robuste, des poumons puissants et une pression sanguine suffisante. Or, la terre ferme n'apporte que peu de soutien. C'est aussi ce qui explique pourquoi les baleines ont dépassé les dinosaures en taille. L'océan agit comme un système de soutien naturel. Grâce à la flottabilité, leur masse est portée, ce qui permet au rorqual bleu d'atteindre une masse impressionnante de 150 000 kg, sans finir aplati. Sur la terre ferme, une telle corpulence poserait de graves problèmes physiologiques. Ainsi, les anciens géants n'étaient nés pas de simples bizarreries de la nature, mais le fruit d'un équilibre précis entre air, nourriture, environnement et lois physiques travaillant de concert. Cette extinction fut certes une tragédie pour les paresseux géants, ces véritables ingénieurs de la nature, mais elle nous a sans doute évité de cohabiter avec des insectes de la taille de corbeaux, comme certains méganisoptères, ou encore des 1000 pattes de près d'1,80 m de long. Gloops! Sur ce, si vous le permettez, je vais aller rendre hommage aux paresseux modernes, lents, petits, et heureusement incapables de remodeler la planète, ou de me provoquer des crises de panique entomologique. L'histoire raconte que deux jumeaux mayas adoraient les jouets au ballon. Bien sûr, ils étaient très doués, mais ils faisaient aussi beaucoup de bruit en jouant. Les seigneurs de la mort se sont vite montrés gênés par ce bruit et ont convoqué les deux garçons à un endroit que les mayas appelaient Xibalba. Dès que les garçons sont arrivés à leur lugubre destination, les seigneurs de la mort ont commencé à leur faire passer une série de tests. Très vite, les jumeaux inexpérimentés ont échoué au test et ont perdu la vie. Mais ce n'était pas en vain. Ce triste événement a donné naissance à un bel arbre fruitier. Très vite, une jeune femme a vu un beau fruit sur cet arbre et s'est approchée pour le cueillir. La légende raconte que peu de temps après, elle a donné naissance à deux autres jumeaux, Unapu et Xbalanque. Tout comme leurs ancêtres, ces jumeaux étaient d'excellents joueurs de balles. Mais ils étaient tout aussi bruyants, et les seigneurs de la mort se sont de nouveau agacés. Ils ont alors décidé de demander à cette paire de jumeaux de venir jouer à un jeu dans l'inframonde, pensant ainsi se débarrasser d'eux. Lorsque les jumeaux sont arrivés,
Les seigneurs les ont fait passer par un certain nombre d'endroits effrayants. Le premier était la maison des ténèbres, qui était très sombre. Ils ont ensuite traversé la maison des couteaux, où ils devaient éviter de se blesser. Les jumeaux ont ensuite fait un feu dans la maison du froid pour ne pas geler, et ont traversé la maison des jaguars, où ils ont réussi à persuader les animaux de ne pas les manger. Enfin, ils sont entrés dans la maison des chauves-souris, où ils semblèrent avoir perdu leur chance. L'une des chauves-souris a réussi à s'enfuir avec la tête de Hunahpu. Les seigneurs ont alors défié les jumeaux de jouer à la balle avec eux, mais les garçons étaient clairement désavantagés. Ixbalanque a placé une tortue sur les épaules de Hunahpu pour lui remplacer la tête qu'il avait perdue, et ils ont commencé à jouer. Alors que les seigneurs étaient distraits par un animal près de la cour, Ixbalanque a volé la tête de son frère et l'a remise à sa place. Aux grandes dames des seigneurs, les jumeaux ont alors réussi à égaliser la partie. Hunahpu et Ixbalanque ont continué à jouer une série de tours aux seigneurs de l'inframonde. L'un d'entre eux impliquait que Ixbalanque blesse Hunahpu, puis le ramène à la vie. Les seigneurs ont été tellement impressionnés par la performance des jumeaux qu'ils leur ont demandé de leur faire le même coup. Bien entendu, les jumeaux ont accepté. Mais après avoir exécuté leur tour sur certains des seigneurs, ils ont refusé de les ranimer. Voyant ce qui venait de se passer, les seigneurs de la mort ont reconnu leur défaite et ont demandé la vie sauve, promettant de ne plus jamais intervenir dans la vie des gens. Hunahpu et Ixbalanque étaient heureux d'avoir vengé leurs ancêtres et gagné le respect des seigneurs. La légende raconte que les seigneurs du ciel furent si impressionnés par les jumeaux qu'ils les emmenèrent vivre dans le ciel en transformant l'un en la lune, l'autre en le soleil. La civilisation maya a été l'une des sociétés indigènes les plus dominantes de l'histoire. Leur folklore et leurs traditions sont encore découverts et étudiés aujourd'hui. Les Mayas vivaient sur un territoire appelé Mésoamérique. Il s'agit de l'actuel Mexique et d'une partie de l'Amérique centrale, comme le Guatemala, le Belize, le Honduras, la péninsule du Yucatan et le Salvador. Ils ont vécu de 1800 à 900 avant notre ère et jusqu'à 900-1500 après notre ère. Outre leurs légendes impressionnantes, les Mayas étaient des inventeurs très habiles. Ils sont connus pour leur calendrier, leur système d'écriture, leurs méthodes agricoles et leur sport. Leur écriture, par exemple, a été retrouvée gravée sur des bâtiments et des monuments en pierre, ainsi que dans des livres rares et des poteries. Il s'agit d'un système composé de plus de 800 hiéroglyphes aux combinaisons variées. Chacun de ces signes représenterait une syllabe. Leur système d'écriture a été déchiffré par accident par Tatiana Proskouriakov, une Américaine qui avait d'abord étudié pour devenir architecte. N'ayant pas trouvé de travail dans son domaine, elle est finalement devenue une mayaniste à part entière, bien qu'elle n'ait pas reçu de formation académique. Ali Dik a été la première à remarquer que le glyphe maya grenouille renversée signifiait naissance, et que le glyphe mal de dents indiquait la date à laquelle le roi montait sur le trône. Cela a permis aux scientifiques de déterminer plus facilement les dates de naissance et les noms des souverains d'une dynastie maya donnée. Ils ont également inventé le concept de zéro, qui est considéré comme l'une des plus grandes innovations des mathématiques, de la physique et de l'histoire de l'humanité. Bien sûr, même à cette époque, les gens comprenaient l'idée de ne rien avoir, mais le concept de zéro en tant que nombre est une invention relativement récente. Un fait amusant à propos des Mayas est qu'ils aimèrent beaucoup les chapeaux. Plus leurs chapeaux étaient grands, plus ils étaient importants. Non seulement c'était une sorte de mode, mais cela leur donnait aussi l'impression d'être plus grands de taille, ce qui était très important pour leur esthétique. Les Mayas ont également élaboré l'un des calendriers les plus complexes de l'histoire de l'humanité. C'est le premier à utiliser le zéro comme valeur de remplacement. Leur calendrier s'est terminé le 21 décembre 2012, ce qui a amené certaines personnes à croire qu'il s'agissait de la fin du monde. Ce n'était évidemment pas le cas. Il se trouve que cette date coïncidait avec la fin d'un cycle d'années maya. Mais tu sais, même s'ils étaient très avancés en sciences et en astronomie, ils ont commis quelques erreurs. L'une d'entre elles consistait à croire que le monde était plat. Selon leur théorie, les 4 coins du monde étaient surveillés par les frères seigneurs qui empêchèrent le ciel de tomber sur leur terre. Mais il faut tirer un grand coup de chapeau à leur menu, car ils étaient des mangeurs de chocolat bien connus. Ils ont fait de la dégustation de chocolat une forme d'art. La boisson qu'ils préparaient ne ressemblait pas vraiment au chocolat chaud que nous apprécions aujourd'hui.
Leur recette consistait à mélanger le cacao avec de l'eau, du miel, du piment, de la farine de maïs et d'autres ingrédients pour obtenir une boisson mousseuse et épicée. Le rituel de la consommation de cacao était un élément essentiel de leur célébration. Nous n'avons pas fini de découvrir tous les aspects étonnants de leur architecture et de leur civilisation. Il y a quelques années seulement, une pyramide maya a été découverte à Tonina, dans l'état mexicain du Chiapas. On estime qu'elle a plus de 1000 ans. Si elle a échappé si longtemps aux archéologues, c'est parce qu'elle était cachée sous ce que l'on croyait être une colline naturelle. Les ruines de 2 cités mayas ont été récemment découvertes dans l'état mexicain de Campeche. Pourquoi ne les avait-on pas découvertes jusqu'à présent? Parce qu'elles étaient cachées par une végétation très dense, ce qui rendait leur accès difficile aux archéologues. Les Mayas n'ont pas simplement disparu. Leurs descendants sont toujours là aujourd'hui, et nombre d'entre eux ont choisi de vivre sur les terres de leurs ancêtres. On les trouve par exemple au Guatemala, où les Mayas constituent que la majorité de la population. Globalement, l'ethnie Maya regroupe des personnes qui parlent différentes langues mayas, comme le yucatèque, le quiché, le kekchi ou le mopan. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'était une journée de spa, mais les Mayas aimèrent bien transpirer de temps en temps. Des huttes à sudation ont été découvertes autour d'anciens sites mayas. Elles étaient construites en pierre ou en adobe. Ces salles constituaient un élément essentiel de leur rituel de purification et de soins de santé. L'une des plus anciennes huttes à sudation a été découverte à Coelho, dans le nord du Belize, et semble remonter à 3000 ans. L'un des éléments les plus importants de la culture maya était un jeu de balle qu'ils appelaient pits. Il avait une signification à la fois politique et spirituelle. On peut voir des terrains de jeu de balle dans des parties importantes des sites archéologiques mayas. Le but principal du jeu était de faire passer une balle en caoutchouc à travers un cerceau de pierre très haut, sans utiliser les mains. En fait, il s'agissait d'une combinaison de football et de basketball. Cependant, ce jeu pouvait avoir de graves conséquences. Le perdant risquait même parfois de perdre la vie. Des enjeux considérables, en effet. En raison de ce jeu et du besoin de balles rebondissantes, le peuple maya a été l'une des premières cultures à utiliser le caoutchouc. Il le fabriquait à partir de latex naturel. Il existait différentes sortes de caoutchouc en fonction des substances naturelles avec lesquelles le latex était mélangé. Vous voyez cet endroit sur la carte? Oui, juste là. On estime qu'environ une centaine de personnes ont disparu ou ont perdu la vie ici. Pourquoi, demandez-vous? Il semble qu'ils cherchaient tous cet homme. Percy Fawcett. Il était un colonel britannique, célèbre pour ses yeux bleus perçants, sa barbe parfaitement taillée et son chapeau emblématique. Il ressemblait à un personnage de Orgueil et Préjugés, mais vivait davantage comme Indiana Jones. En réalité, ce personnage a été inspiré par l'histoire de Fawcett, mais sa disparition en 1925 fut plus macabre que n'importe quel scénario de film. Le colonel Fawcett était audacieux, pas le genre « demande le mot de passe du Wi-Fi de ton voisin » d'audacieux. Je parle d'un audacieux à part entière, du type « je ne me soucie pas tellement de ma vie ». Il avait été soldat au Sri Lanka et avait même fait un travail d'espionnage secret au Maroc, mais il avait besoin de plus. Ainsi, en 1906, Fawcett a commencé à explorer des parties du Brésil et de la Bolivie, où personne n'avait osé s'aventurer auparavant. Sa mission était de créer des cartes secrètes et stupéfiantes. Bon, ça ne semble pas très risqué, mais croyez-moi, ça l'était. Si vous voulez explorer le monde de nos jours, vous n'avez qu'à ouvrir Google Earth et... eh bien, c'est tout. Aucun danger, pas d'adrénaline. Peut-être juste une ou deux photos étranges de Street View. Ouf, mais nous parlons du début du XXe siècle, quand les satellites et cette voiture bizarre de Google n'existaient pas. À cette époque, si vous vouliez compléter la carte du monde, vous deviez réellement explorer la Terre à pied. Donc, c'est comme ça que le colonel Fawcett s'est retrouvé en Amérique du Sud. Et il est devenu célèbre pour ses expéditions visant à cartographier l'Amazonie sauvage. Par exemple, il a été le premier à enregistrer les emplacements des cascades dans cette région. Mais ensuite, il est devenu obsédé. On peut blâmer le manque de sommeil ou n'importe quelle boisson douteuse de la jungle amazonienne qu'il sirotait, mais soudain, il s'est mis à penser « Je parie qu'il y a une ville ancienne et avancée cachée quelque part par ici. » Alerte divulgateur, il n'y en avait pas. Mais il était accro à cette idée. Fréquenter les Indiens natifs pendant si longtemps l'avait convaincu que de grands groupes pouvaient totalement prospérer au milieu d'une immense forêt tropicale. Et bien sûr, Fawcett aimait une bonne vieille histoire d'aventure.
surtout celles des XVIe et XVIIe siècles, écrites par des explorateurs européens. Dans ces récits, les aventuriers affirmaient avoir découvert de vastes colonies et de belles routes au cœur de l'Amérique latine. Mais l'histoire préférée de Fawcett de tous les temps provenait d'un manuscrit écrit en 1753. À l'époque, des aventuriers cherchèrent des métaux précieux au Brésil lorsqu'ils sont tombés sur une ville en ruine avec des bâtiments monumentaux, des routes et des places. Oh, et chaque coin avait une flèche de style romain. Naturellement, le colonel était totalement prêt à la trouver. Dommage que personne ne lui ait dit que ce manuscrit est principalement considéré comme un faux. Oui, cette histoire est aussi réelle que celle de Blanche-Neige. Mais ensuite, les choses se sont compliquées. La colonie décrite dans ce manuscrit était soi-disant située dans le nord-est du Brésil. Mais maintenant, il prétend qu'il y a une civilisation avancée dans le Mato Grosso, qui se trouve dans une autre région du pays. Alors, il a décidé de nommer cet endroit la Cité de Z. Dans les années 20, le colonel a lancé 2 expéditions distinctes pour la trouver. Mais les 2 voyages ont échoué, car il a dû faire face à un temps terrible, à la fièvre, et bien sûr, à l'épuisement. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, que pensez-vous que Fawcett a fait après 2 expéditions ratées? Option A, il a abandonné. Option B, il a appelé sa mère. Option C, il a réessayé, parce qu'il n'a pas compris le message que l'univers disait clairement « Arrête ». Bien sûr, l'option C est la bonne réponse. C'est bien du tenace Fawcett dont nous parlons. Donc, 3 ans plus tard, le colonel a finalement rassemblé suffisamment d'argent pour lancer une nouvelle expédition à la recherche de la Cité de Z. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'une équipe de personnes assez folles pour le rejoindre. Des explorateurs célèbres et expérimentés supplièrent de l'accompagner. Mais non, Fawcett a décidé de prendre son fils et son meilleur ami à la place. En janvier 1925, ce trio courageux s'est lancé dans son voyage. Ils ont emporté des moustiquaires, des conserves et ont pris une promesse, nous reviendrons. Autre révélation, ils ne sont pas revenus. Oh là là, le voyage a commencé dans le New Jersey aux États-Unis. Puis, ils ont navigué jusqu'à Rio de Janeiro, au Brésil. Là, ils se sont arrêtés pour prendre des animaux de bas, comme des chevaux, et ont engagé quelques guides locaux. Maintenant, ils étaient prêts à se diriger vers la ville de Cuiabá. Gardez à l'esprit que les distances au Brésil sont incroyablement énormes. Ainsi, ce petit voyage était comme aller de Miami à Chicago, à pied. 3 mois plus tard, ils s'aventurèrent enfin dans la jungle pour la première fois. Et c'est là que le plaisir a vraiment commencé. Leur équipe a affronté des rivières infestées de piranhas, un dédale sans fin d'arbres épais, et le pire de tout, les insectes. Le zzzz constant et agaçant de milliers de moustiques les empêchait de dormir. Et le pied du meilleur ami de Fawcett est devenu énorme à cause des piqûres de tiques. Mais le colonel n'avait pas le temps de jouer à la babysitter avec le pied de princesse de son ami. Oh non, il était trop obsédé pour faire une pause. En fait, à un moment donné, il était tellement en avance sur ses compagnons qu'il a dû camper seul pour une nuit. Le 29 mai, Fawcett finit par retrouver ses esprits. Il n'y avait pas de Cité de Z. Mais cela l'a-t-il arrêté? Pas vraiment. Il a déballé leur équipement et renvoyé les guides locaux à Cuiabá. Mais avant de leur dire un adieu définitif, il leur a demandé de livrer une lettre à sa femme, disant quelque chose comme « Ne t'inquiète pas, chérie, notre fils va bien et devient plus fort chaque jour. » Bien sûr qu'il l'était. Quoi qu'il en soit, après cet adieu dramatique, le trio s'est aventuré seul dans la brousse. L'obscurité a englouti la forêt dense. Et puis, on ne les a jamais revus. D'accord, c'était intense. Alors, avançons dans le temps. 2 ans plus tard, les journaux spéculaient encore sur la possibilité que le trio puisse être encore en vie. Et Fawcett est devenu une légende, comme Bigfoot, mais moins poilu. Un homme a dit que le colonel était devenu l'un des locaux et vivait son heureux pour toujours dans la jungle. Un autre a dit qu'il était retenu prisonnier par les Indiens, mais personne ne pouvait confirmer aucune de ces observations. Ce n'est qu'en 1928 que les autorités britanniques ont finalement pensé « mieux vaut tard que jamais » et ont décidé de chercher Fawcett et son équipage. À ce moment-là, ils étaient presque certains que leur expédition avait péri, mais ils avaient encore besoin de preuves. Et après avoir survécu des jours et des jours au pire cauchemar de la jungle, ils ont trouvé, rien. Mais d'une manière étrange, ce mystère a inspiré davantage d'explorateurs à les rechercher. On estime qu'environ 100 de personnes ont perdu la vie dans ce processus, et quelques-unes ont suivi les traces des explorateurs en disparaissant sans laisser de traces. Alors, que s'est-il vraiment passé avec l'expédition? Les chercheurs ont accusé tout et n'importe quoi. Infections parasitaires, famine, noyades, attaques de jaguars, vous l'énoncez.
Certains disant même que Fawcett s'est plongé dans le mysticisme et a commencé une communauté occulte dans la jungle. L'anthropologue brésilien Orlando Villas-Boas est probablement celui qui s'est approché le plus près de la résolution de cette affaire. Dans les années 50, il travaillait avec les Indiens Kalapalo lorsqu'ils ont soudainement avoué avoir, éliminé Fawcett. Ils avaient même des ossements pour le prouver. Mais il s'est avéré qu'une analyse médico-légale a montré que les restes n'appartenaient pas au colonel. Donc, nous retournons à la case départ et personne ne sait, à ce jour, ce qui leur est arrivé. La quête de Fawcett, telle que nous la connaissons aujourd'hui, repose sur des sources assez discutables. Cependant, il est possible qu'il ne vivait pas dans un monde de rêve. Des découvertes récentes suggèrent Dan que son idée d'une cité sophistiquée dans la jungle n'était pas qu'une pure fantaisie. En 2024, une vaste cité ancienne a été découverte dans l'Amazonie, cachée sous une végétation dense. Les preuves suggèrent qu'elle a été construite il y a environ 2500 ans, et elle était étonnamment avancée, comprenant des maisons et des places toutes reliées par un incroyable réseau de routes et de canaux. Mais cette ville était dans une forêt en Équateur, pas au Brésil. Qui sait? Peut-être que la légendaire cité de Z est encore là quelque part. Ou... Il existe un site archéologique remarquable près de Saint-Louis, dans le Missouri, dont peu de personnes ont entendu parler. Nommé Cahokia, il fut jadis une métropole florissante abritant jusqu'à 2000 habitants au cours du XIe siècle. Ce lieu est parsemé d'imposants tertres de terre façonnés à la main, dont le plus monumental subsiste encore aujourd'hui au Cahokia Mound State Historic Site. Bien que de nombreux aspects de cette civilisation demeurent mystérieux, les chercheurs ont pu en reconstituer certains éléments grâce aux vestiges mis au jour. Parmi ces découvertes figuraient des dents particulièrement anciennes. Leur analyse détaillée a révélé que Cahokia accueillait une grande diversité de peuples autochtones. Environ un tiers des habitants provenaient d'autres régions du centre du continent, ce que les scientifiques ont déterminé en étudiant la composition chimique des dents retrouvées. Fait remarquable, l'agencement des monticules indique que Cahokia était une ville conçue avec une organisation précise et non une simple juxtaposition de villages. Les élites résidaient au sommet de ces structures, tandis que le reste de la population occupait d'autres habitations. Il est fascinant d'imaginer que cette cité abritait des activités variées, telles que l'agriculture, la chasse, l'exploitation du bois, la poterie et le tissage. Au cœur même de Cahokia se dressait un monticule colossal d'environ 30 mètres de hauteur, entouré d'une vaste palissade en bois. À l'intérieur de cette enceinte se trouvait le centre névralgique de la ville, comprenant une grande place ouverte. Les archéologues estiment que cette dernière avait été conçue pour symboliser les 4 points cardinaux. On pourrait croire que ceux qui l'ont bâti cherchaient à créer un lieu en parfaite harmonie avec l'univers. Le centre de Cahokia était le cœur des cérémonies et des rassemblements majeurs, et son importance était telle que des visiteurs extérieurs venaient spécialement pour y assister. Le destin de cette cité demeure incertain. Certains avancent que son effondrement serait dû à une déforestation excessive, ayant perturbé l'équilibre naturel. D'autres spécialistes contestent cette hypothèse, soulignant que la qualité des sols était encore préservée après l'abandon de la ville. Les premiers colons n'étaient pas encore arrivés à l'époque, écartant ainsi toute influence de leur part. Une autre théorie évoque des conflits avec des communautés voisines, qui auraient précipité son déclin. Aujourd'hui, plus de 65 tertres sont encore visibles, et il est même possible d'escalader le plus imposant d'entre eux. Ce site exceptionnel pourrait bientôt obtenir le statut de parc national, une raison de plus de le découvrir avant qu'il ne devienne une destination trop prisée. Mohenjo-Daro est une autre cité antique disparue qui demeure entourée de mystères. Située dans l'actuel Pakistan, elle connut son apogée durant l'âge du bronze et se distinguait par son niveau d'avancement remarquable. Son réseau d'adduction d'eau et son architecture sophistiquée surpassèrent de loin ceux des autres villes de l'époque. Pourtant, elle demeure bien moins célèbre que les grandes cités antiques d'Égypte ou de Mésopotamie. Plus énigmatique encore, son abandon soudain, dont la cause reste encore inconnue. Bien que la ville ait été mise au jour en 1911,
les archéologues mirent du temps à saisir toute son importance. Les fouilles révélèrent notamment un système d'assainissement avancé, comprenant plus de 700 puits, des bains privés ainsi que de vastes thermes publics. De manière impressionnante, même les habitations individuelles disposaient de toilettes reliées à un réseau d'égouts fonctionnels qui s'étendait à travers la ville. Mohenjo-Daro était également un centre commercial dynamique, produisant des poteries raffinées, des bijoux et des figurines qui s'exportaient à travers toute la région. Malgré cette sophistication, la raison de son abandon reste inconnue. Certains suggèrent que des changements dans le cours du fleuve Indus auraient pu être un facteur déterminant. Quant aux inscriptions laissées par ses habitants, elles restent indéchiffrables, même pour les experts les plus aguerris, compliquant encore davantage la reconstitution de son histoire. Avez-vous déjà entendu parler du village perdu de Kolmanskop? Autrefois, il s'agissait d'une petite colonie établie au cœur du désert du Namib. Selon la légende, elle tiendrait son nom d'un certain Coleman, qui se serait enlisé dans les dunes avant de disparaître à jamais. Toutefois, ce n'est pas là l'aspect le plus curieux. En 1908, un cheminot découvrit une pierre brillante et la montra à son chef d'équipe, qui s'avéra être un minéralogiste amateur. Après analyse, ils réalisèrent qu'il s'agissait d'un diamant. Rapidement, Kolmanskop devint la ville la plus prospère d'Afrique et l'un des endroits les plus riches au monde. On y trouvait de luxueuses maisons, une école, un hôpital et même une usine à glace destinée à approvisionner les garde-manger. L'hôpital était équipé de la toute première machine à rayon X d'Afrique australe, supposément employée pour s'assurer que les ouvriers ne tenteront pas d'avaler des diamants en douce. Mais dès la fin des années 20, la découverte d'un autre gisement diamantifère à proximité entraîna le déclin de Kolmanskop. Peu à peu, ses habitants partirent en quête de nouvelles opportunités, laissant derrière eux une ville déserte. En 1938, l'ensemble des équipements industriels fut déplacé vers le sud, condamnant Kolmanskop à l'oubli. Son dernier habitant quitta les lieux entre 1956 et 1960. Cependant, le climat aride a permis une remarquable conservation des bâtiments, transformant cette cité fantôme en un site prisé des visiteurs. Vous avez certainement entendu parler du Machu Picchu, cette fascinante cité antique située au Pérou. Perchée sur les hauteurs vertigineuses des Andes, elle s'étend sur une vaste superficie et surplombe les vallées environnantes. Son importance historique et son architecture lui valent d'être classée parmi les merveilles du monde moderne. Toutefois, son véritable usage reste un mystère. Bien qu'elle ait pu abriter jusqu'à 750 personnes, les traces humaines y sont limitées. Certains avancent qu'il s'agissait avant tout d'un lieu spirituel ou cérémoniel, tandis que d'autres le voient comme un luxueux centre de villégiature destiné à l'élite inca. La présence de vastes terrasses suggère une fonction agricole expérimentale ou un rôle commercial. Une autre hypothèse, plus surprenante, évoque l'éventualité d'une prison, en raison de la découverte d'un espace ressemblant à une cellule. Il est intriguant de constater qu'aujourd'hui encore, les archéologues et les historiens peinent à comprendre comment cette cité a été édifiée. Saviez-vous que les Incas n'auraient probablement pas utilisé de roues pour transporter les matériaux? Pourtant, d'énormes blocs de granit ont été hissés jusqu'au sommet escarpé des Andes, alors même que leur poids était considérable. Certains estiment que des centaines d'ouvriers unissèrent leurs forces pour faire progresser chaque roche jusqu'au sommet. Les gigantesques pierres du Machu Picchu sont si parfaitement ajustées qu'aucune fissure n'est visible entre elles. Ce détail remarquable confère à la structure une incroyable résistance au séisme, un atout majeur dans un pays comme le Pérou, sujet aux secousses telluriques. Mais comment ces blocs parviennent-ils à rester en place malgré les séismes? Ils subissent en réalité de légers déplacements avant de retrouver spontanément leur position d'origine, donnant l'impression d'une danse naturelle. Certains avancent que des cales en bois humidifié auraient été employées pour stabiliser les pierres, mais cette hypothèse semble peu compatible avec l'ampleur des constructions. Les bâtisseurs du Machu Picchu semblent également s'être passés de bêtes de somme et d'outils en fer. Ils ont dû façonner et assembler chaque élément à la seule force de leurs mains. De surcroît, la citadelle repose sur une faille tectonique, ce qui a nécessité le déplacement de vastes quantités de roches et de terre afin d'aplanir le terrain. On pense même que la véritable prouesse se cacherait sous la surface,
où des fondations profondes et un ingénieux système de drainage assurent la stabilité du site. D'ailleurs, un réseau hydraulique souterrain, jusque-là inconnu, a récemment été mis au jour grâce à la numérisation 3D. Les Incas n'utilisaient pas de mortier pour assembler les blocs de granit, mais leur travail était si précis qu'il est impossible d'y glisser une feuille de papier. Une hypothèse suggère que les artisans employaient des outils de pierre constitués de matériaux plus durs que les blocs façonnés. Imagine que tu puisses passer une semaine entière à scruter des ruines anciennes et à prendre des photos des sites archéologiques les plus surréalistes qui soient. Serais-tu prêt à le faire? Alors, commençons à creuser. La première étape de ton périple est l'Asie du Sud-Est. C'est là que se trouvaient les ruines les plus impressionnantes. Commençons par Bagan, situé aux confins de la Birmanie. Il existe plusieurs façons de visiter le site, et tu es heureux d'avoir décidé de souscrire à 2 expériences différentes. La première est un voyage en montgolfière au lever du soleil. Juste avant l'aube, tu grimpes à bord du ballon et, dès que le soleil commence à poindre à l'horizon, tu entreprends de survoler cette région enchanteresse. Au fur et à mesure que le soleil s'élève dans le ciel, il se reflète sur plus de 2000 structures dorées de forme conique. Ce volume en montgolfière est plutôt bref, mais il permet d'avoir une vue imprenable sur la 60aine de kilomètres que couvre le site. De retour sur la terre ferme, tu loues un vélo et arpentes le village des ruines. Certaines d'entre elles sont à ciel ouvert et permettent un petit coup d'œil à l'intérieur. Ces magnifiques vestiges ont été construits entre le XIe et le XIIIe siècle de notre ère et faisaient principalement office de lieu de culte. Il s'y trouvait à l'origine plus de 10 000 bâtiments, mais ils se sont progressivement détériorés au fil du temps, notamment en raison des tremblements de terre. Heureusement, le site a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015 et est préservé depuis. Tu attrapes ensuite un volume pour le Cambodge, où tu prends le temps de visiter les temples d'Angkor, un célèbre site archéologique niché au cœur de la jungle. Heureusement que tu as emporté de l'insecticide avec toi. La cité d'Angkor aura été la capitale de l'Empire Khmer du 9e au 15e siècle. Et pour information, le mot Angkor signifie « capitale » en ancien sanskrit. Fondée par le roi Yasovarman Ier, la ville est devenue l'une des plus grandes cités du monde pré-industriel. Les chercheurs affirment que près d'1 million de personnes y auraient revécu. Encore aujourd'hui, Angkor est admiré pour son architecture étonnante. Le style Khmer se reconnaît à l'emploi d'énormes blocs de grès. Et les tours du complexe auraient été autrefois décorées d'or. Mais aujourd'hui, le site ne consiste plus qu'en un labyrinthe de temples envahis de lianes. La ville fut abandonnée en 1431 pour n'être redécouverte que dans les années 1840. Oh, et si tu ne t'en doutais pas déjà, il s'agit également d'un site répertorié au patrimoine de l'UNESCO, et ce depuis 1992, des fois que tu voudrais te vanter auprès de tes amis de tes aventures culturelles à l'avenir. Ton périple se poursuit en Égypte. Tu es ici pour visiter le temple de Karnak, dans la cité de Luxor. Pour t'y rendre, tu optes pour le moyen le plus romantique, à savoir une croisière en bateau sur le Nil. En quittant le Caire, tu te diriges vers le sud jusqu'à atteindre la célèbre cité antique. Autrefois connue sous le nom de Thèbes, Luxor fut pendant des siècles la capitale de l'Égypte et un véritable centre administratif et économique. C'est pourquoi le complexe de Karnak est un site archéologique d'une telle importance. Tu choisis de le visiter de nuit et, dès l'entrée, tu es frappé par la beauté du site. Le soir, de puissants projecteurs illuminent d'une lueur dorée les statues et les colonnes en pierre du temple. Celui-ci est immense et a été principalement construit au XVIIIe et XIXe siècle avant notre ère. Chaque pharaon égyptien de cette période a apporté sa propre marque architecturale au site. L'apogée de cette visite est une promenade dans l'allée des Sphinx, conclue par la découverte de la grande salle hypostyle. Cette vaste chambre est remplie de piliers imposants et de colonnes en grès massif. C'est un spectacle à couper le souffle. De l'Égypte, tu te diriges vers la Jordanie. Si tu aimes les paysages au ton mordoré, tu es au bon endroit. La cité de Pétra est une merveille du monde antique. Située dans le désert jordanien, la ville fut un centre commercial dès le XVe siècle avant notre ère. Les Nabatéens, un ancien peuple arabe, demeuraient aux abords de la ville rose et a prospéré pendant de nombreux siècles, ayant accumulé une quantité importante de richesses. La ville était connue pour son système innovant de gestion des eaux, lequel a rendu la région habitable. Et bien entendu, tu auras un aperçu de ces vestiges lors de ta visite. La structure en forme de porte monumentale
sculptée à même la roche et qui a fait la renommée de Petra, s'appelle la Kazne, ou trésor du pharaon. Elle se trouve à l'entrée principale du site, et on dit qu'un véritable trésor y serait enfoui. N'oublie pas de te placer juste en dessous de l'arche, et de prendre l'une de ces photos connues de tous pour tes réseaux sociaux. Une fois Petra cochée sur ta liste, tu t'envoles pour le sud de l'Europe. Plus précisément, la pointe de la botte italienne. Tu as prévu une excursion d'une journée afin de visiter les ruines de Pompéi. Pompéi est accessible en voiture depuis la ville de Naples. Elle abrite les ruines sinistres mais parfaitement préservées d'une cité qui fut jadis engloutie par la lave. L'éruption du Vésuve, en 79 après JC, a laissé la ville de Pompéi complètement ensevelie sous des millions de tonnes de cendres. La cité antique a été retrouvée pour la première fois sous la roche volcanique au XVIe siècle, mais ce n'est que dans les années 1870 que l'on a entrepris de l'excaver. Aujourd'hui, tu pourrais déambuler dans les allées de ces anciennes ruines romaines et te figurer à quoi ressemblait la ville à son apogée. Pompéi était une agglomération riche et animée. Les ruines du site ont révélé que de nombreux quartiers de la ville possédaient plusieurs fours à pain, de vastes marchés et même des maisons avec balcons. Un signe de grande richesse à l'époque. Et crois-le ou non, certaines œuvres d'art ont survécu à l'éruption. Les archéologues ont découvert des sculptures et des fresques parfaitement conservées, représentant des banquets et des créatures mythologiques. Tout cela tend à indiquer que les membres de la haute société y résidaient. La ville possédait même des thermes et un système de douche fabriqué dans des matériaux de luxe. Pendant que tu te trouves encore en Europe, tu feras bien un saut pour visiter l'emblématique Stonehenge. C'est une parfaite excursion d'une journée si tu séjournes un jour à Londres, qui ne se trouve qu'à un court trajet de ta destination. Stonehenge est situé dans la plaine de Salisbury, dans le Wiltshire, en Angleterre, et représente l'une des ruines les plus connues au monde. Vieux de plus de 5000 ans, ces curieux anneaux de roche comptent parmi les plus anciennes structures en pierre de la planète. Faits de grès, ils sont entourés de mystères, car on ignore encore largement qui les a construits et dans quel but. Les théories les plus répandues affirment que Stonehenge aurait été utilisé comme un calendrier solaire géant, construit pour aider les gens à garder le compte des jours, des semaines et des mois. Quel travail acharné pour créer un banal calendrier, n'est-ce pas? La dernière étape de ton voyage t'emmènera à la découverte de l'Amérique latine. Au Guatemala, en Amérique centrale, se trouvent d'anciennes ruines mayas. La cité perdue de Tikal est un site composé de 3000 bâtiments, les vestiges de l'ancienne capitale de l'Empire Maya. Son importance était autrefois comparable à celle de villes comme Londres ou New York aujourd'hui. L'Acropole Nord est l'ensemble de monuments le plus ancien de Tikal. Érigée à la seule force des bras humains en 350 avant notre ère, elle servait de lieu de dernier repos aux rois et aux prêtres. À l'époque, ces pyramides à degrés étaient peintes en rouge, une couleur adorée des Mayas. Mais aujourd'hui, bien sûr, tu ne verras plus que le calcaire. Tu te demandes peut-être ce qui a pu précipiter la chute d'une ville aussi grandiose. Les archéologues n'ont aucune idée de la cause du déclin de Tikal. Jusqu'à aujourd'hui, cette question demeure sans réponse. S'agit-il d'une famine? D'une épidémie? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Envie de découvrir d'autres ruines mayas? Chichén Itzá est un site archéologique qui abrite les pyramides les mieux conservées de la planète. Située dans l'état mexicain du Yucatan, cette cité maya a plus de 1500 ans et elle abritait 35 000 personnes à son apogée. Le site s'étend sur près de 500 hectares et comporte de nombreuses ruines. Son point culminant est El Castillo, un immense temple flanqué d'escaliers qui s'élève à 25 mètres au-dessus du sol. Sa particularité réside dans le fait qu'il comporte 91 marches sur chacune de ses 4 faces. En comptant la plateforme supérieure, cela fait un total de 365 marches, qui se trouve également être le nombre de jours de l'année solaire. Ouf! Quel voyage trépidant! Il est temps de rentrer à la maison et de méditer sur tout cela. À la prochaine fois.